Bonjour Patrick. Alors t'es à froid? Ah, j'ai froid, ouais. Ouais. C'est pas chaud, hein. Pourtant le réchauffement climatique, on nous a dit qu'il devrait faire chaud là. Ouais, j'ai pas compris là, je dois être Oh, bête. bon, on est dans un narratif pour tout, hein. Ouais. Voilà. Sinon, que te dire, Fredo? Ah oui, deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. J'ai l'impression, je ne sais pas si ça vient de moi, qu'il y a de plus en plus de gens toxiques dans la société, pervers narcissiques et toxiques, hein. J'entends des choses à droite à gauche. Moi, j'en ai été victime dans le travail une fois, il n'y a pas longtemps, et j'ai ma voisine, mon ancienne voisine, parce que j'ai déménagé, mon ancienne voisine a été victime d'un chef pervers narcissique qui l'a détruit, et elle s'est même suicidée, cette pauvre fille, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens toxiques. Je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être à l'époque, à la pression de la société, dans le travail. Alors, les gens toxiques, on peut les rencontrer aussi bien dans la vie privée que la vie professionnelle. Alors évidemment, dans la vie professionnelle, ils ont souvent un ascendant, ça peut être notre chef, notre supérieur, un ascendant hiérarchique sur nous, hein. Voilà. Alors, ils ne sont pas à confondre avec les gens méchants. Le caractère humain n'a jamais été facile. Il y a toujours eu des gens avec leur caractère, plus ou moins facile. Il y a toujours eu des gens méchants, mais ça n'a rien à voir avec les gens toxiques, pervers narcissiques. Ces gens-là qui ont eu des traumatismes pendant leur enfance cherchent à détruire leurs semblables. Ils cherchent une proie qui a forcément des... On a tous nos fragilités, hein. On a tous des zones d'ombre, des fragilités, des failles. Et les pervers narcissiques, les toxiques, ils prennent une personne, une proie, c'est comme un couteau dans une plaie, ils cherchent à détruire psychologiquement la personne. Ah, ils alternent des moments où ils peuvent être très gentils, très aimables, on se dit ça y est, c'est fini, hop, ils te retombent dessus, ils t'humilient. C'est toujours ta faute, tout ce qui arrive c'est de ta faute, c'est dans ta tête, tu crées des problèmes à tout le monde, tu vois. Et ces gens-là sont très manipulateurs, ils savent bien se faire voir par la hiérarchie dans le monde du travail ou dans les familles. Ils savent très bien se faire voir par tout le monde et ils peuvent détruire des personnes, hein. J'ai vu sur les réseaux sociaux plusieurs sportifs de haut niveau qui s'étaient mariés avec un homme pervers narcissique et qui avaient été détruites, hein. Elles avaient même du mal à refaire leur vie, hein. Donc attention aux gens toxiques, ils ne cherchent pas de solution au problème. C'est pas ça qui les intéresse. Ils ne cherchent pas de solution, ils cherchent à détruire leurs semblables. Il leur faut tout le temps une proie pour la détruire psychologiquement, comme un chat qui s'amuserait avec un oiseau blessé. C'est pareil. Ouais, c'est une mouche, ouais. Voilà. Donc ces gens-là, malheureusement, c'est pas la peine de chercher à les convaincre. Ils ne cherchent pas de solution, il faut fuir. Un pervers narcissique, quelqu'un toxique, il faut fuir. Il faut prendre ses jambes à son cou et il faut fuir parce que ces gens-là ne cherchent pas de solution. C'est des gens qui ont des gros problèmes psychologiques liés souvent à des traumatismes durant leur enfance. Ils cherchent des proies pour les détruire psychologiquement. Ils sont très manipulateurs, très malins, mais dans le monde professionnel, ils se font prendre à un moment donné. Parce qu'à force de toujours détruire les gens, la direction, au bout d'un certain temps, s'en rend compte, hein. Voilà. Ouais, mais en général, ouais, moi j'ai eu ça, moi. J'ai eu un chef psychopathe pendant 10 ans. Ouais. Et au début, j'étais un peu vert, tu vois. Et après, j'ai découvert comment me libérer de ce genre d'emprise. Ouais. Le stoïcisme. Ouais. Une arme fatale contre un psychopathe. Ouais. Parce qu'en fait, le psychopathe, lui, son problème, c'est qu'au niveau du cerveau, il ressent aucune émotion, il n'a aucune empathie. Ah non, aucune émotion. C'est sa faiblesse. Enfin non, plutôt, c'est ce qui permet de se propulser. Ouais. Mais quand tu as cette information-là, en fait, ça ne sert à rien de vouloir échanger humainement, hein. Même une fois, j'étais assez mal. Il avait fallu que je lui dise, tu sais, je suis mal, pour qu'il comprenne, tu vois. Sinon, il ne comprenait pas, quoi. Et pour moi, c'était mon Épaphrodite. Épaphrodite, c'est celui qui avait malmené Épithète, qui est un des pères du stoïcisme. Et moi, il m'a appris énormément. Le stoïcisme, c'est quelque chose qui permet de... C'est pas évident de rester stoïque. Il vaut mieux être... Dans le monde professionnel, il vaut mieux être fort dans son travail, fort dans son poste, hein, parce que quand on est victime d'un chef psychopathe, c'est pas évident, hein, de sortir de l'emprise, hein. Mais bon, si le psychopathe cherche quelqu'un qui a de l'empathie, en fait il peut ressentir des émotions que négatives. C'est pour ça qu'il titille sur cette partie-là. Parce que les émotions positives, lui, pour lui, c'est rien du tout, là. Ça marche pas chez lui. Il faut pouvoir rester froid et stoïque face à une personne toxique. C'est pas évident. Et ça, c'est une zone du cerveau qui est altérée, donc, qui est inactive. Celle du ressenti, il ne ressent pas ce que les autres ressentent.
Ouais, bah, après, moi, c'était venu un objet d'étude, tu vois. Ouais. Quand tu es un psychopathe, ça te permet d'étudier ce genre de situation. Ouais. C'est bien, tu t'en es bien tiré. Bah ouais. Mais il y en a d'autres qui s'en tirent moins bien. Hein. Tu t'en es bien tiré, voilà. Alors, et il a été viré, le gars. Ah, oui, après, mais au bout de 10 ans, quoi. Oui, mais ah ouais, il a été, on l'a pas retenu, quoi. Bah oui, parce que le problème, c'est que ces gens-là, ils s'arrêtent pas. Hein. Ils s'arrêtent pas à une personne, il leur faut tout le temps des proies. Hein. Et à force, ça déstabilise. Et il avance par des allusions. Mais après, si tu deviens stoïque, il sent qu'il a plus de prise, bon, il va chercher quelqu'un d'autre. Il cherchera. Alors, le deuxième sujet, toujours pareil. Hein. Je t'avais parlé il y a 15 jours du budget 2025 Pérou, en te disant que c'était une orgie de dette. La Cour des comptes, par la bouche de son premier président, Pierre Moscovici, il y a quelques jours, n'a pas dit autre chose. Ils ont parlé ces hauts magistrats ont parlé d'une dépense publique hors de contrôle et en roue libre. Hors de contrôle et en roue libre. Et donc voilà. Et oui, il y a un économiste très sérieux qui s'appelle Marc Toiti, qui fait une vidéo toutes les semaines sur YouTube. Et ce qu'il a dit dans sa dernière vidéo sur l'état des finances publiques est absolument dramatique. Hein. Je sais bien, la dette publique, tout le monde s'en fout en France. Hein. Mais bon, c'est quand même dramatique. Il dit qu'au chiffre de 3300 milliards d'euros de dette, chiffre officiel de la dette publique française, il faut rajouter 4000 milliards d'euros. 4000 milliards d'euros qu'il appelle dans son jargon, Marc Toiti, de la dette hors bilan, c'est-à-dire toutes les garanties et les engagements pris par l'État, notamment pour les retraites de fonctionnaires, qui est une véritable bombe pour la France, et pour les aides aux entreprises parapubliques. Voilà. Donc la France, d'après Marc Toiti, qui est un financier et un économiste très sérieux, il a conseillé de nombreux présidents de la République et ministres des Finances. Bon, maintenant, il est blacklisté par les grands médias parce qu'il balance trop de vérité. Mais d'après Marc Toiti, il y aurait donc 3300 milliards de dettes officielles et il faudrait rajouter 4000 milliards. Ce qui ferait 7300 milliards d'euros de dettes et on va atteindre, d'après lui, 7500 milliards d'euros de dettes à la fin de l'année. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et je t'avais dit la fois dernière que la dette d'aujourd'hui, c'est les impôts de demain. On est recordman du monde des impôts en France par rapport au PIB. Je t'avais dit que sur les prix de l'essence à la pompe, il y avait 60% de taxes. Et sur les prix des factures d'électricité et de gaz, il y avait 30% de taxes. Et je t'avais dit, ça va, c'est pas fini. Ben, je te le confirme. Je viens d'apprendre que c'est tout à fait officiel. Au 1er août 2025, la TVA sur les factures de gaz et d'électricité va flamber. Elle va passer de 5,5% à 20%. Donc les factures de gaz et d'électricité vont flamber au 1er août 2025. Alors l'État dit oui, mais on va baisser une des trois taxes, c'est la taxe d'assises, mais ça ne compensera pas l'augmentation de la TVA sur les factures de gaz et d'électricité au 1er août qui va passer de 5,5% à 20%. Et l'énergie, elle est dans tout ce qu'on achète, qu'on vend, qu'on produit, voilà. L'énergie, elle est dans tout. Hein. Donc voilà, ça va être très mauvais pour l'économie française. Hein. Voilà. Ouais. Voilà, donc que te dire d'autre on est dans une orgie de dette en ce moment. Je ne sais pas comment ça va finir. Je pense que le grand perdant, c'est l'économie, bien sûr, mais c'est les classes moyennes qui vont passer à la caisse. Hein. Les classes moyennes, les PME, mais c'est surtout, comme je te le dis tout le temps, malheureusement, les classes moyennes qui vont passer à la caisse. Les classes moyennes qui ont tendance, d'ailleurs, dans le monde entier, soit à disparaître, soit à souffrir beaucoup. Hein. Aux États-Unis, elles souffrent beaucoup, les classes moyennes. Ça date de Obama. Hein. Ce qui explique d'ailleurs une partie du vote pro-Trump. Au Japon, elles sont quasiment disparues, les classes moyennes. En Corée du Sud, elles ont quasiment disparu. En Angleterre, elles souffrent énormément. Elles ont quasiment disparu. Donc, c'est un phénomène mondial. Et comme dit le gilet jaune Philippe Combaz, très justement, il a eu une fulgurance l'autre jour. Il a dit, est-ce que les classes moyennes ne sont pas finalement qu'un accident de l'histoire? Parce que les classes moyennes, je t'en ai souvent parlé, elles sont très 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 récentes dans l'histoire de l'humanité. Hein. Elles n'existaient pas lors des siècles précédents. Hein. Elles sont nées à l'occasion des 30 Glorieuses. Hein. Voilà, de cet essor qu'il y a eu après-guerre, les 30 Glorieuses, de l'énergie pas chère, des industries qui embauchaient un tas de monde. Voilà. Donc, est-ce que les classes moyennes, finalement, ne sont pas qu'un accident de l'histoire? Est-ce qu'on ne va pas retourner à la situation qu'on a connue dans les siècles précédents, c'est-à-dire quelques riches, et puis l'immense
l'immense majorité de la population, ça sera des classes laborieuses, plus ou moins. Hein. Il y aura toujours des gens qui ont des revenus médians, mais ils seront limités, quoi. Voilà. Sauf que maintenant, les classes laborieuses, elles ont beaucoup moins de travail, c'est plus compliqué. Quoi. Elles ont moins de travail, parce qu'avant, le laborieux, il vendait son travail. Quoi. Oui, il y avait plein d'usines avant, on fabriquait beaucoup de choses en France. Hein. Il y avait plein d'usines sur tout le sol français. Maintenant, tu traverses la France en voiture, tu vois plus d'usines. Hein, c'est ce qu'ils ont voulu, la France sans usine. Hein. Ils ont voulu ça, la France. Je vais tourner pour qu'on voit en arrière-plan de toi une très belle église. Bah oui. Hein. Ouais. Tu te rends compte, toutes ces églises-là, il y en a qui ont été baptisées là, et il y en a qui ont été enterrés dans cette église. La même église, hein. Voilà. Non, c'est tout ce qu'ils ont vécu, les deux guerres mondiales. Ils ont vécu les deux guerres mondiales, la guerre 14-18 qui a été une véritable boucherie. Hein. Voilà tout ce qu'ils ont vécu. C'est quelle église, celle-là? Moi, je sais pas si on est passé déjà devant celle-là. Mais avant, il y avait une forte emprise de la religion sous la France. Hein. On ne s'en rend pas compte maintenant. Hein. On est complètement déchristianisé. Mais autrefois, il y avait une forte emprise de la religion dans la vie de tous les jours. Hein. On va laisser le bus alors. Laissez passer le bus. Voilà, mais bon, voilà tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. On voit un peu le reste. Oui, il y a eu, je t'avais dit en début d'année que quels que soient les bouleversements politiques qu'il peut y avoir en France, je t'avais parlé d'une éventuelle démission de Macron ou d'un changement politique en Allemagne. Je pense qu'il ne se passera pas grand-chose en Europe. Bon, il y a eu les élections en Allemagne, élections anticipées, hein, parce que l'Allemagne est en crise économique terrible, entame sa 3e année de récession, ce qui était invraisemblable il y a encore 10 ou 20 ans en arrière. Hein. Donc il y a eu des élections. Bon. On est passé d'un gouvernement de centre-gauche à un gouvernement de droite. Mais bon, c'est pas non plus une forte victoire pour la droite allemande. Hein. Ils ont combien? 29% des voix. Ils sont très loin de la majorité absolue. Hein. Et il va falloir qu'ils fassent une coalition. Hein. C'est comme en France, hein. C'est des gouvernements de coalition. Hein. C'est des majorités éclatées. Hein. Ils ne peuvent pas faire alliance avec l'extrême droite allemande, qui a fait un sacré bond à l'avant, hein, 20% des voix. Avec la gauche... La gauche a fait 16%, ça va être difficile. Donc c'est une situation politique compliquée en Allemagne, avec comme en France, un gouvernement faible, des coalitions à trouver, des majorités éclatées. C'est que voilà, donc voilà. C'est Friedrich Merz qui va diriger l'Allemagne, un ancien de BlackRock, pro-ukrainien, un ancien de BlackRock. Qui à mon avis, le ton avec la France va changer à mon avis. Hein. Je pense qu'il va durcir le ton vis-à-vis de la France au sujet des déficits publics que la France ne respecte absolument pas. Hein. Voilà, je pense. Mais maintenant, il faut voir. Mais le problème, c'est que l'Allemagne est enfoncée dans une crise économique terrible. C'est plus ça qui est inquiétant que les changements politiques. Hein. Hein, ils sont en crise pour différentes raisons. C'est ça qui est compliqué, l'Allemagne, qui était comme le moteur de la croissance économique mondiale, moteur de la croissance économique en Europe, hein, premier client et premier fournisseur de la France. L'Allemagne entame sa 3e année de récession pour différentes raisons. C'est ça qui est très compliqué. Il y a un vieillissement de la population, malgré les migrations qu'ils ont eu turques, il y a un vieillissement de la population. Il y a toutes les lois écolo qui ont cassé l'industrie allemande, hein, contre le moteur thermique, contre le nucléaire. Il y a la concurrence de l'Asie et de la Chine sur tout ce que l'Allemagne fabriquait, hein. Concurrence technologique, industrielle. Et puis il y a eu le coup de massue, ça a été la CIA qui a fait exploser les gazoducs russes et qui a privé l'Allemagne pour son industrie d'une énergie pas chère. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, je t'ai toujours dit, je ne comprends pas que les services secrets allemands et les services secrets français n'aient rien dit, hein, parce que ça a coulé l'Allemagne et ça a coulé. Ça contribue à couler l'Allemagne et à couler l'Europe. Hein. Voilà. Maintenant, bon, on va pas parler de Trump, on va en parler une autre fois. Il y a un changement de maître pour nous, quoi. Voilà. Oui, parce que comme tu sais, un jour, je distribuais un tract. J'étais syndicaliste dans une agence bancaire. Je travaillais dans une banque. Je connaissais le directeur. Hein. Bon, par correction, je lui donne le tract. Il le lit. Il le met sur le coin de son bureau. Il était très calme. Hein, c'est un garçon gentil. Il me dit. Tant que ça ne changera pas aux États-Unis, ça ne changera pas en France. Il avait tout dit. C'est les Américains qui nous donnent le là. À nous, l'Occident, une partie du monde. On avait une ancienne administration Biden. Biden n'a pas dirigé grand-chose. Hein. C'est le clan Obama et Clinton qui a tout dirigé. On avait une ancienne administration démocrate qui avait décidé d'entrer en guerre contre la Russie.
pour différentes raisons. Je ne suis pas spécialiste de la question. Je pense qu'il y avait des intérêts économiques parce qu'il y a des terres rares, il y a des terres très riches en agriculture là-bas. Et puis je pense qu'ils voulaient affaiblir la Russie parce que l'obsession des Américains, c'est la Chine. Hein. Voilà, c'est pas l'Europe, c'est pas la Russie. Alors maintenant, on a un changement aux États-Unis, on a un changement d'administration et changement de politique. Hein. Tu as vu que Trump considère la Russie comme une amie, qu'il a dit sur Zelensky que c'était un dictateur sans élection. Donc, comme la CIA est très bien infiltrée en Europe dans tout, et que surtout beaucoup de pays européens sont pro-américains, des pays comme la Belgique ou l'Italie, c'est quasiment des colonies, même l'Angleterre, c'est quasiment des colonies américaines en Europe. Hein. Donc, comme beaucoup de pays américains collent aux positions des États-Unis, on va avoir un changement de politique face au conflit ukrainien. Hein. Voilà. Et Macron, lui, il peut remuer ses fesses, il peut dire, il ne comptera pas. Hein. Il ne comptera pas et plus personne ne l'écoute, hein, parce que sur tous les sujets, il a dit tout et son contraire. Il n'est pas du tout crédible. L'armée française n'est pas du tout crédible au niveau international. Et les Américains ont toujours dit, même du temps de Biden, qu'ils n'enverraient pas d'hommes sur le front ukrainien. Hein. Il faut se rendre compte quand même que la Russie, c'est une des premières puissances militaires du monde, une des toutes premières puissances nucléaires du monde. C'est un immense territoire, c'est une frontière immense. Ils ont tout, les Russes. Ils ont du gaz, ils ont du pétrole, ils ont toutes les matières premières du monde. Nous, France, on n'a rien. On n'a que des dettes irremboursables, c'est tout ce qu'on a. Donc, on ne peut pas rivaliser avec, militairement, même en s'associant avec des pays européens, on ne peut pas entrer en guerre contre la Russie. Il est complètement taré, ce Macron. Hein. Il est complètement taré. Quoique là aussi, il a dit un peu tout et son contraire. Hein. Voilà. Par moments, il tient un discours guerrier, et par moments, il dit qu'il n'est pas question d'envoyer des soldats français sur le front ukrainien. Il dit, moi, je suis ce dossier de loin, mais Macron, sous l'affaire de l'Ukraine, comme sur les retraites, comme sur tous les sujets, le Sahara occidental, il a dit tout et son contraire. Donc c'est le en même temps, tu vois. Mais bon. Mais c'est vrai que si on se rappelle de l'histoire, la Russie quand même, ou l'URSS, l'ex-URSS, ils ont quand même foutu la rousse à Hitler, parce que c'est quand même eux, un peu eux qui se sont battus. Hein, oui, parce que le sang russe. Bien sûr, Napoléon s'y est cassé les dents. Et Napoléon Ier quand même, la grande armée quand même. La grande armée de Napoléon Ier, et surtout les nazis, hein, l'armée allemande s'est cassé les dents, hein. Heureusement pour nous. Hein. Ils ont épuisé beaucoup de force, les Allemands, et ils se battaient sur deux fronts à la fois. Ça, c'est toujours très mauvais. Militairement, quand on se bat sur plusieurs fronts, c'est le front Est en engageant une guerre contre la Russie de Staline, et le front Ouest avec le débarquement des Alliés en 1944. Voilà, donc ils se battaient sur plusieurs fronts, et le sacrifice des Russes, parce qu'ils ont perdu des millions de soldats face aux nazis, hein, aux blindés des nazis. Le sacrifice des Russes à l'Est et le sacrifice des Américains aussi. Il faut aller dans les cimetières américains. Après, le Staline, c'est aussi un autre psychopathe. Oui, bien sûr. Les soldats russes n'avaient pas intérêt à reculer ou à déserter. Hein. Ils étaient fusillés sur place. Hein. C'était un épouvantable dictateur. Il a massacré son peuple, Staline. Hein. Il avait, par des politiques de purge, c'était un spécialiste des politiques de purge à tous les niveaux, contre les paysans, contre les militaires, contre les politiques, contre les scientifiques, contre les médecins, contre les juifs. Il a entamé des purges incessantes, Staline. Hein. Voilà. Mais curieusement, autant Staline et autant Hitler étaient des dictateurs épouvantables, c'est pas eux qui ont fait le plus de morts au XXe siècle. C'est Mao Tse-tung. C'est Mao Tse-tung très très largement. Il faut aller voir ce que disent les historiens sur Google. À l'échelle de son pays, par la politique de répression, mais surtout par ses réformes agraires qui ont affamé des millions et des millions de paysans. Qui avait aussi un petit penchant psychopathe. Oui. Avec les sans-fleurs notamment, où chaque personne peut s'exprimer librement, donc les personnes s'étaient exprimées librement, et après il avait fait la purge. Quoi. Oui. Ouais. Staline a fait beaucoup de Staline. Mao Tse-tung, à l'échelle de son pays, hein, c'est presque c'est plus d'1 milliard d'habitants. À l'échelle de son pays, il a fait plus de morts que Hitler et Staline réunis. Il a détenu le quart du monde pendant un quart de siècle. Le quart de la population mondiale, quoi. Voilà, donc, mais alors dis donc, le XXe siècle, ce fut à la fois un siècle prodigieux par toutes les
avancées technologiques qui ont amélioré la vie de millions d'habitants. Hein. Ma grand-mère, en 1914, tout ce qu'elle a connu, hein, l'électricité, le téléphone, le tout à l'égout, la télévision, enfin, tout ce qu'ils ont connu, que la machine à laver comme progrès. Mais aussi, ça a été un siècle épouvantablement tragique par rapport aux 2 conflits mondiaux et à tous les génocides qu'il y a eu. Hein. Voilà. Et la suppression du travail aussi par la mécanisation. Bah oui. Et par maintenant le mondialisme qui fait que maintenant le travail n'existe plus en France, il existe dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on a sacrifié notre industrie, hein, parce qu'on a, d'une part, on a délocalisé dans des pays à faible coût de main-d'œuvre, avec très peu de normes sociales et environnementales, et puis il y a l'aspect technologique aussi, hein, la robotisation, maintenant l'IA qui va supprimer des millions de postes de travail. Hein. Alors qu'est-ce qui va se produire? Comment va-t-on pouvoir bâtir une autre société? Les époques se ressemblent pas. Hein. Mon grand-père m'avait dit un jour, dans la vie, au fond, on ne fait que suivre les événements de son époque. Hein. Mon grand-père avait 25-30 ans au début de la guerre. Hein. C'était un communiste. C'est vrai qu'il a combattu pour le Parti communiste. Mais puis, on ne fait que suivre les événements de son époque. Hein. Alors voilà. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on peut se demander comment on va occuper la population dans les années qui viennent. Hein. Dans les pays désindustrialisés, qui sont complètement en faillite, comme la France, comment va-t-on pouvoir occuper les gens? Est-ce qu'on ne va pas vivre dans une société de surveillance, de flicage, de surveillance, de contrôle de la population par l'IA, par la reconnaissance faciale? Je ne sais pas comment sera le monde dans 20, dans 30 ans, dans 40 ans, on ne sera plus là pour le voir. Je ne sais pas, mais bon. On dira tant mieux. Peut-être tant mieux, on ne sait pas. Ouais, pour nous, tant mieux, mais bon, après pour les autres. Et chaque époque présente des bons aspects et des mauvais aspects. Hein. Au Moyen-Âge, il y avait sûrement des bons aspects. Hein. Voilà, Après, c'est vrai qu'on a critiqué le Moyen-Âge par l'histoire, mais c'est vrai que c'était pas si mal que ça. Hein. Non, il y a une grande ferveur religieuse au Moyen-Âge. Ouais, c'est vrai que c'était. Chaque époque présente ses avantages. Et on a réécrit l'histoire du Moyen-Âge, mais il semblerait que ce ne soit pas aussi sombre que ça. Oui, pareil, c'est ce que disent les historiens. C'était pas si sombre que ça. C'est Georges Duby, le grand historien du Moyen-Âge. C'était pas si noir que ça, le Moyen-Âge. Hein. Il y a eu des inventions technologiques, c'était pas si noir que ça. Il y a eu beaucoup de constructions de cathédrales magnifiques aussi, hein, de monuments magnifiques. Hein. C'était pas si noir que ça d'après les historiens, mais c'est une période que je connais pas beaucoup, que je connais pas le Moyen-Âge. Hein. Ouais, c'est vrai que Louis XIV, qui était pas loin de l'époque du Moyen-Âge, il est mort d'une sorte de maladie, de la gangrène. Il est mort de la gangrène, mais c'est le plus long règne de l'histoire de France. Hein. Et c'était le roi Soleil, le monarque absolu. Hein. Il est mort d'une longue agonie de la gangrène. Et à sa femme qui pleurait au bord de son lit, quand il agonisait, même de Maintenon, qui était sa maîtresse Morganie, qui s'est mariée avec elle, il a dit: mais pourquoi vous pleurez, madame? Vous m'avez cru immortel? J'aime bien cette phrase. Pourquoi vous pleurez, madame? Vous m'avez cru immortel? Bah oui, il avait beau être le roi Soleil. Et il avait un danseur aussi, je ne me rappelle plus comment il s'appelait non, je ne me rappelle plus, il avait un danseur qui Lully peut-être, non? Oui, Lully, qui était mort peu de temps avant, quelques temps avant, il n'avait pas voulu se déplacer pour le voir, il était mort de la même maladie. Ah d'accord. Oui, en fait, c'était celui qui avait... je ne sais pas si c'était Lully ou... Lully, c'était le musicien officiel de la cour du roi Louis XIV, mais je ne sais pas si c'est de lui dont tu parles. Hein. Bon, c'était de quelqu'un qui était bien placé, ça devait être lui, il me semble. D'ailleurs, il a perdu tous ses enfants et ses petits-enfants les dernières années, hein, Louis XIV. Et celui qui l'a succédé, c'est le fils de son frère. Ouais, de Louis XV, ouais. Louis XV... qui a eu une vie assez débauchée. Louis XV, ouais. C'était le petit-fils de Louis XIV. Et après le résultat, Louis XVI. Ben oui, mais c'est Louis XIV. C'était à la fois le summum de la monarchie en France. C'était, comment je dirais, c'était le roi Soleil. Le moment le plus éclatant, le plus brillant de la monarchie. Mais quelque part, est-ce que c'est pas lui qui a tué la monarchie, Louis XIV, hein, en laissant crever le peuple de faim, en vivant... en ne réformant pas la monarchie, en ne faisant pas passer la monarchie absolue vers la monarchie constitutionnelle,
Est-ce que c'est pas lui finalement, même si c'était la monarchie était à son apothéose sous Louis XIV, est-ce que c'est pas lui? Est-ce qu'il n'y avait pas des graines aussi, des graines mortifères là-dedans? Est-ce que c'est pas lui finalement qui a tué la monarchie en ne la réformant pas, en ne s'occupant pas de la misère du peuple, parce qu'il a été enterré de nuit Louis XIV, parce que le peuple était en colère, le peuple crevait de faim. Il a été enterré de nuit pour pas affronter la colère du peuple. Mais on est tous mortels, tu sais. C'est la seule justice qu'il y a sur Terre. Qu'on soit riche ou inconnu, célèbre ou pas célèbre, riche ou pas riche, qu'on ait été quelqu'un de bien ou un beau salaud, on meurt tous un jour. C'est la seule justice qui est sur Terre, c'est la mort. Comme disait Staline à De Gaulle, à la fin, il n'y a que la mort qui gagne. Et comme disait Jean d'Ormesson, nous ne sommes là que pour quelques printemps et quelques étés. Oui, parce qu'on est là à l'échelle du temps pour très peu de temps. C'est vrai. La vie passe comme un courant d'air, même s'il y a des périodes plus longues que d'autres dans une vie, mais la vie passe très vite. Nous sommes là pour très peu de temps à l'échelle du temps. L'être humain est apparu 65 millions d'années après l'extinction des dinosaures. La planète a environ 4,5 milliards d'années d'existence. Qu'est-ce qu'une vie par rapport à ça? Qu'est-ce que le Moyen-Âge par rapport à ça? Qu'est-ce que Jésus-Christ par rapport à ça? Rien du tout. Voilà. Donc, autant bien vivre. Bah oui, autant bien vivre. Autant bien vivre, voilà. Autant vivre debout. Voilà, espérer être en bonne santé le plus longtemps possible, voilà. Et après, bon, partir... oui, bien partir, disons, avoir vécu une vie dont on peut être fier. Oui, penser par soi-même aussi. Quand je suis parti, je vais en finir là. Quand je suis parti à la retraite, une de mes collègues, avec qui je parlais peu, c'est pas qu'elle était désagréable, mais elle avait la tête dans le boulot du matin au soir. C'est une femme qui connaissait très bien son boulot. On pouvait aller la voir, elle nous conseillait surtout, mais elle ne parlait pas beaucoup dans le travail. Elle était mariée avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Et quand je suis parti, elle m'a envoyé un mail, dernier jour, m'a dit « Patrick, ne laisse personne diriger ta vie à ta place ». Ça m'a marqué. Et ça me marquera jusqu'à ma mort. Elle m'a dit, cette collègue qui ne me parlait pas beaucoup, je ne suis pas fâché avec elle, mais elle était très boulot. Elle m'a dit, Patrick, ne laisse personne diriger ta vie à ta place. Et ben, c'est ma devise. Ne laisser personne diriger ma vie à ma place. Ça ne veut pas dire être désagréable avec ses semblables. C'est pas ça, mais ça veut dire sur mes grandes orientations, que c'est moi qui décide. Je suis le seul maître de moi-même. Voilà. Ne laisse personne diriger ta vie à ta place. Pourquoi me disait-elle ça? Peut-être parce qu'elle vivait avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle et qu'elle avait dû affronter des critiques, j'en sais rien, c'est moi qui dis ça, je la connaissais pas. Elle avait une résidence secondaire à l'île de Noirmoutier, je me souviens, que je connais, que j'apprécie. Voilà, donc ne laisse personne diriger ta vie à ta place, voilà, sur les grands choix de notre vie, c'est à nous de les faire. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent de la même manière que toi et qui sont ici, qui partagent ce point de vue, cette devise. Voilà, Fredo. Merci encore. Merci. Merci bien, bonne journée. Bonne journée à toi. Ah, t'as monsieur